Salut mes chers zéros, j'espère que vous allez bien. Pour la 100e partie de débuter en motion design sur C4D, on va faire plus que débuter, là on va passer en mode expert, on va faire un truc un peu compliqué et je vais le faire en plusieurs parties. Donc ça c'est l'introduction, alors je vais peut-être les appeler 100A, 100B, 100C, 100D, etc. Apparemment vous avez apprécié ce petit exemple qui est réaliste, en fait c'est une vraie piste son qui m'a permis de fabriquer ce vrai sillon qui correspond dans ces vibrations là, ces fréquences, à la musique que l'on entend. Là, il a été ralenti pour mieux voir ce qui se passe. Et donc, pour comprendre d'abord comment fabriquer une piste audio, comme un sillon en fait, de piste audio comme celui-ci, qui est un très mauvais exemple, et on va y revenir. Encore faut-il comprendre comment fonctionne un disque vinyle, un vinyle record. Depuis les années 1850, ça remonte quand même à loin, il y a eu quelques personnes qui ont commencé à se dire, bah tiens, quand on parle devant un cornet, le truc il bouge, et si on utilisait cette vibration pour tracer le son. Alors il y a un premier type qui a fait ça, je me rappelle plus exactement de son nom, enfin bref, peu importe. Un premier type qui a fait ça dans les années 1850 environ, 1850-56, où il traçait avec un stylo, en fait, sur une feuille de papier enroulée sur un cylindre qui tournait. Il traçait les mouvements du son. Donc, il avait juste un tracé, il pouvait pas le reproduire, il pouvait pas le relire. Hein. Ah oui, je me suis viré, mais voilà. Il y a eu différents systèmes. Donc, le système du stylo. Quelqu'un, un Français, je crois, ou un Berlinois, je sais plus, peu importe, enfin bref, avait inventé un système aussi avec une longue plaque de verre sur laquelle il avait mis de la poudre de charbon. Et puis, la plaque se déplaçait sous un soufflet, en fait. Il y avait une corne avec une pointe. Et quand on parlait sur la corne, ça déplaçait, enfin ça déplaçait la poudre de charbon et on voyait apparaître la courbe du son. Donc ça, c'était aussi un départ de la façon, enfin de comment on pouvait enregistrer. Donc lui, son idée à lui, c'était d'enregistrer le son pour qu'on puisse le voir. Voilà. Ensuite, on attribue à Thomas Edison, mais d'autres que lui ont travaillé en même temps sur des systèmes qui étaient à peu près équivalents. Et on attribue surtout à Thomas Edison un appareil relativement fonctionnel qui permettait de graver, alors je dois avoir une photo là, voilà, voilà. De graver sur un cylindre de cire, est-ce qu'on peut agrandir, ouais, sur un cylindre de cire là, avec une pointe, donc reliée à ce cornet. Donc ce cornet là, quand on parlait, quand on chantait devant le cornet, ça poussait le cornet de haut en bas. Et puis de l'autre côté, il y avait une pointe qui venait graver en profondeur. Avant de le faire sur des rouleaux de cire, il l'avait fait sur des rouleaux recouverts d'aluminium. Il fallait graver, enfin, il fallait enlever de l'aluminium. La cire, c'était plus facile parce que il y avait une sorte de micro-ciseau, en fait, qui venait non pas enlever de la cire, mais qui venait écarter la cire. Donc ça faisait un sillon avec des bords un petit peu rebondis, et ça créait une trace en profondeur. Et ça n'enlevait, enfin, ça écartait la cire, ça créait une rainure, mais ça n'enlevait pas de la cire, contrairement au système précédent avec de l'aluminium où là ça devait enlever du matériau, et donc on se retrouvait avec plein de déchets qui venaient se mélanger avec le truc, enfin c'était un enfer quoi. Donc comme je vous le disais, on attribue souvent donc l'invention à Edison, et euh, le principe était intelligent, très 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 bien. On a un rouleau comme ça de cire, on a un cornet relié à un système ici avec une suspension là, et de l'autre côté là, on avait une aiguille en fait. Voilà. Et quand on parle dans le cornet ici, l'aiguille se soulève là
et redescend, et elle vient graver le cylindre en profondeur. Et là, c'était le problème. D'abord, le cylindre de cire, ben, c'est de la cire, donc c'est pas super top, méga costaud. Donc, quand on repassait une aiguille pour lire, on pouvait lire une fois, et au bout de 100 fois, on lisait plus rien, puisque la lecture, la tête de lecture avait fini par lisser la piste. Ceci dit, le principe était intelligent parce qu'il y avait une manette qu'on tournait. La manette faisait tourner le rouleau de cire en même temps qu'elle faisait avancer le cornet et la tête d'enregistrement ou de lecture, suivant si on était en enregistrement ou en lecture. Alors j'ai juste voilà changé de page. Entre temps, donc ont été inventés le phonotographe, le paléophone, drôle de nom, et puis ensuite le phonographe, qu'on appelait surtout à l'époque gramophone, est apparu avant la fin des années 1800, mais c'était encore pas top top. Il a fallu attendre le début des années 1900 pour arriver à un système de gravage de sillons. Alors, je voudrais quand même revenir sur le problème essentiel de l'enregistreur sur un rouleau de cire de Edison. C'est que la pointe, elle montait et elle descendait pour graver une rainure. Et le problème, c'est que quand la pointe monte et descend, donc elle grave une rayure, ouais, une rayure, comme on le voit ici. Et puis c'est sur un, alors là c'est à plat, mais c'est sur un cylindre, donc on en a plusieurs à la suite en spirale autour du cylindre. Ok. Et souvent il arrivait que la pointe déborde sur la piste à côté, ça grave trop large, et quand on grave la piste de la spirale qui se trouve à côté, elle vient déborder sur celle qui était avant, si la tête de lecture avance pas suffisamment vite, enfin la tête d'enregistrement. Et puis, surtout un problème majeur, qui est que quand on gravait en profondeur, avec une aiguille, le problème, vu sur la tranche, alors je vais changer juste ici coordonnées, si on change d'échelle, voilà. Quand on grave en profondeur, le problème c'est que la tête de lecture, donc qui est une aiguille, on va dire, alors je vais faire juste un cône à l'envers, un peu plus petit, peut-être, voilà, je vais le placer à peu près là où il faut, on va dire ici, voilà. Donc là on a un sillon, on voit que le milieu du sillon est bien droit, donc ça c'est cool. Mais le problème c'est que quand la tête de lecture va lire comme ça, elle va s'enfoncer, elle va remonter, elle va redescendre, remonter, et que le problème c'est que ça crée des sauts. C'est-à-dire que si je me mets en lines là, voilà. Quand la tête, voilà, elle est là, elle descend, ok, puis quand elle arrive ici, suivant la vitesse, la tête va sauter en l'air avant de rebondir, ping, 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 puis ressauter. Vous voyez le truc. Donc ça c'était bien, mais il fallait pas que ce soit trop profond, sinon la tête se mettait à rebondir et ça créait du bruit et ça endommageait la cire aussi. C'est-à-dire que quand la tête arrivait là en bas, puis qu'elle remontait, puis hop, elle sautait un petit peu et qu'elle retombait là, ça endommageait la cire, ça faisait des trous. Ce qui faisait que quand on lisait encore une fois le truc, à cet endroit-là, il arrivait que la tête se coince carrément dans la cire, puis qu'elle fasse un trou dedans, quoi. Donc ça marchait, mais c'était pas super optimal. Alors on a fait quoi? On a repris en fait l'idée de Édouard Léon Scott de Martinville, qui faisait donc avec de la glace et d'une poudre de charbon, faisait des, enfin, enregistrer les ondes sonores, qui sont des ondes de pression acoustique, hein, ça bouge vite, fort, moins vite, c'est une multitude d'ondes, une multitude de mouvements, et lui il avait en fait, entre guillemets, tracé ça sur une vitre
qui était recouverte de charbon. Et il y a quelqu'un qui s'est dit, ben on va faire la même chose, mais avec un matériau. D'abord, il a commencé avec du métal, de la cire, il a essayé plein de trucs. Je vais essayer de trouver son nom. Voilà, j'ai trouvé. Le cylindre de cire a trouvé un compétiteur avec l'invention du gramophone, enfin avec l'avènement du gramophone, qui a été déposé, enfin dont les droits ont été, comment dire, le patent, je sais pas comment ça se traduit en français, peu importe, par Emil Berliner, qui était un américo-anglais, ou germain, ou un almano-américain, en 1887. Et là c'est intéressant. The vibration of the gramophone's recording stylus was horizontal. Il gravait de façon horizontale, donc parallèle à la surface, ce qui a fait des ce qu'on appelle, on appelle ça le groove en anglais, la piste. Pardon. Ce qui a permis d'obtenir des pistes, voilà. Ou si je remets ici à la même échelle, donc si je reprends celui-là, coordinate, j'ai mis 0,2 ici, je vais remettre celui-là à la même échelle, 0,2. Voilà. Ce qui fait que au lieu d'avoir une piste gravée en profondeur, on a une piste gravée en largeur. Et comme on le voit, la fréquence sonore là, je crois que c'est un La 440, mais vu que j'ai changé son échelle, la fréquence est plus bonne dans le temps, mais bon, peu importe. Et ce qu'il a inventé lui, c'est que la tête, elle va se déplacer de droite à gauche. Donc je vais essayer de mettre la pointe du cône. Attendez, excusez-moi, je pousse un peu ça. Je vais cacher. Non, c'est l'autre qu'il faut que je cache. Voilà. Et là, vu d'en haut, la tête se déplaçait comme ça de droite à gauche. Okay. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on prend une tête de lecture qui fait la même taille en largeur que le sillon, la tête, elle peut pas sauter. C'est-à-dire que quand il y a un côté qui la pousse, elle est retenue, quand un côté pousse la tête, elle est retenue de l'autre côté par la pente qui l'empêche d'aller plus loin. Et là, on avait donc une tête de lecture, on va dire vue d'en haut, qui allait se balader comme ça de droite à gauche pour reproduire l'onde sonore. Et cette tête se baladait dans le canal audio, dans la piste audio. Donc on n'avait plus les problèmes de rebond, et on n'a pas de problème de dépassement droite-gauche, ou très peu, parce que effectivement il arrivait parfois sur des vibrations un peu trop fortes, que la tête elle part et elle saute un petit peu d'un côté, mais elle revient, elle redescend, ok. Mais ce qui nous intéresse, c'est uniquement le mouvement horizontal. Ça fait que même si la tête sautait parfois un tout petit peu en hauteur, c'était pas très grave, puisque le seul truc intéressant ici, c'était le mouvement horizontal, donc droite-gauche, pour reproduire un son. Maintenant on y vient, reproduire un son. Le son, il ressemble à quoi? Alors si on prend un logiciel gratuit comme Audacity, on a une fonction qui s'appelle Generate Tone, qui va permettre de générer par exemple une fréquence, alors en sinusoïde, en carré, bref, peu importe, on va prendre une sinusoïde à 440 Hz, avec une amplitude médiane, c'est-à-dire entre 0 et 1, donc là je mets à 0,5, et on va faire une durée de son de 3 secondes. Je génère, hop, et voilà la courbe. Alors si je zoome en fait, je vais mettre là au début, et si je zoome, voilà ce que l'on obtient. Mais le temps qui s'écoule là, ce que l'on voit en fait, c'est un temps qui s'écoule très vite. Attendez, il faut que j'efface Clear Loop, voilà. Là c'est un temps qui s'écoule. On dirait que la piste se déplace à droite, mais non. Elle se déplace bien à gauche. Voilà. Et on a donc cette sinusoïde que l'on va pouvoir graver sur le disque
De la même façon, je suis en train de remonter à la main au début. Voilà. De la même façon, donc c'est la piste que l'on avait ici, mais c'est la piste vue comme ça. Et la tête de lecture va monter, descendre, sauf qu'en fait, dans la réalité, elle va aller de droite à gauche, de droite à gauche, de droite à gauche. Donc, cette image-là, si on la grave et qu'on met une pointe, ce qui va être lu, c'est un mouvement, donc montée, descente. Et si je tourne cette piste et que je la mets verticale, on va avoir un mouvement, donc par exemple la tête va monter en suivant la courbe et elle va aller droite à gauche, droite à gauche, droite à gauche. Là, c'est bien, puisqu'on enregistre un son monophonique, donc on a une source de son, on va dire, sur un disque. Mais comme vous le savez sans doute, sur les disques vinyles, on a deux pistes stéréo, donc gauche et droite, left, right. Alors le gramophone, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, a été utilisé en mono depuis le début des années 1900, je crois que c'était 1902 les premiers, jusqu'aux années 50, 60, où à partir des années 50, il y en a qui se sont dit, mais d'un point de vue musical, aujourd'hui on arrive quand même à avoir un bon son avec un gramophone circulaire à spirale, avec un sillon. Mais le problème, c'est qu'on n'a qu'un seul canal, c'est en mono. Alors que dans la vie réelle, quand on entend les choses, elles viennent de droite, de gauche, du milieu, parfois de derrière ou quoi, mais déjà que ça puisse venir, qu'un son puisse venir plus de droite ou plus de gauche, au centre ou un peu décalé là ou complètement à gauche, c'était déjà quelque chose d'un point de vue acoustique, enfin pour les audiophiles, c'est un truc très très bien. Donc il y a des gens qui ont inventé des doubles sillons sur des disques et il y avait deux têtes en fait, une tête qui lisait une piste gauche et une tête qui lisait une piste droite, et les sillons étaient imbriqués l'un dans l'autre avec un intervalle en plus. Enfin bref, c'était un peu compliqué, mais ça marchait, mais c'était très complexe à graver. Et quand on positionnait la tête de lecture, il fallait bien faire attention que, vu qu'il y avait deux têtes, qu'elles soient bien sur les bonnes pistes. Sinon, on avait le son à l'envers, ou s'il y avait une tête qui était décalée de quelques microns, elle pouvait être sur la même spirale que l'autre, et on n'avait que le son d'une piste gauche ou droite. Bon. Ça se compliquait un peu. Et puis, il y avait aussi l'idée que il fallait que ce soit rentable. Qu'est-ce qui était rentable à l'époque? C'était pas de vendre des platines pour lire des disques, c'était de vendre des disques. Les gens, ils achetaient une platine qui durait 15 ans, 20 ans, mais il fallait vendre des disques pour amortir le truc, en fait, pour amortir, pour faire du blé, si je puis dire ainsi. Puisque, à cette grande époque, quand on maîtrisait toute la chaîne, c'est-à-dire la capacité, enfin la possibilité d'enregistrer les machines, si on savait fabriquer des machines pour enregistrer, des machines pour presser des disques, des appareils pour les lire, et si on tombait sur un bon artiste, eh ben on pouvait l'enregistrer, presser les disques, vendre des lecteurs et vendre des disques. Et plus on vendait de disques, et mieux on se porte, quoi. Mais il y avait ce problème de compatibilité mono-stéréo. Alors, des personnes ont eu différentes idées. Il y a eu même à une époque, je crois, fin des années 70, il y avait même des systèmes quadriphoniques, on dit, ouais, quadriphoniques, où on pouvait lire un disque avec 4 haut-parleurs, en fait, et on pouvait avoir du son qui venait de derrière, de devant, de droite, de gauche, de peu importe où, quoi. Bref. La quadriphonie n'est revenue que plus tard avec l'avènement du DVD, on va dire, dans lequel on pouvait enregistrer en numérique autant de pistes qu'on voulait. C'est les systèmes audio que l'on utilise encore aujourd'hui, que ce soit 2.1, où là on a stéréo, gauche, droite, et puis le point 1 c'est une basse, une source de basse, puisque les basses étant des fréquences basses, c'est le terme, elles sont rarement opposées sur les haut-parleurs,
c'est plutôt une source. Voilà, les basses sont plutôt centrées, donc on peut avoir un point de basse. Il y a des systèmes 4.1, 5.1, 7.1, 7.2. Enfin bref, il existe tout un tas de trucs, mais aujourd'hui en numérique, c'est plus un problème de stocker ça. Par contre, pour le vinyle, eh ben, on a une place physique sur le vinyle et on a une rainure qu'on va graver. Ok, on a fait du mono, ça marche. Maintenant, on voudrait faire du stéréo. Alors, l'idée de faire du stéréo, elle est d'une telle évidence. Enfin, le type qui a inventé ça, c'est super évident quand on y pense une seconde, mais sa problématique, c'était de faire en sorte que les lecteurs stéréo, les platines de lecture stéréo, soient compatibles avec les disques mono, puisqu'il y avait beaucoup encore de disques mono à vendre, monophoniques, donc il fallait que ce soit compatible. Alors, comment il a fait ça? Comment il a inventé ça? Donc, comme je vous le montrais ici sur cet exemple, on a une tête de lecture qui va se balader de droite à gauche en avançant. Donc elle suit en fait le cours d'une piste. Alors je pourrais arrêter de me faire chier et lier, parce que mon petit script fait ça. Il permet de lier, par exemple ici, alors le cône, je vais le convertir en objet éditable. Je vais descendre son axe là en bas. Et maintenant je vais l'animer. Ici je vais mettre un tag align to spline. Et mon cône, je vais lui dire de s'aligner sur la spline qui est le stylus spline. Voilà. Et maintenant, en réglant le paramètre de la position, oh, ça bouge. Ah oui, la piste est super longue. Donc il faut que je bouge mon paramètre avec parcimonie. Je vais revenir à 0. Comment je pourrais faire? Moi, je peux allonger. Attendez une seconde. Voilà, déjà je remets ma piste à la bonne longueur d'onde, on va dire. Et sur mon align to spline ici, voilà, on voit la tête qui se déplace. Alors, je sais pas, peut-être que si je change le nombre d'images par seconde, si je mets à 200, peut-être que ce sera plus facile pour moi de contrôler la position. Pas plus que ça. Bon, ici vous voyez que la tête se déplace, voilà, en suivant les courbes. Je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est des valeurs qui sont trop grandes. Enfin bref. Donc ok, ça se déplace de droite à gauche. Maintenant on veut faire un lecteur qui soit... Enfin, oui, un lecteur de vinyle qui puisse lire ces ondulations de droite à gauche sur un enregistrement monophonique, mais on veut pouvoir aussi enregistrer en stéréo. Alors, comment on fait pour faire une piste stéréo et comment on la lit? C'est d'une simplicité qui est presque enfantine. C'est que au lieu de s'occuper du mouvement droite-gauche, je vais enlever ce truc là, je vais le mettre à 0, je vais enlever stag, voilà. Au lieu de s'occuper du mouvement droite-gauche, je suis en mode axis, ok, droite-gauche de la tête sur la piste, et on va regarder un petit peu la piste, comment elle est faite. Au lieu de s'occuper uniquement du mouvement droite-gauche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un côté de la piste. Donc je vais sélectionner des polygones, par exemple ce côté-là. Ah, il a planté. Il a planté. Voilà, excusez-moi, Cinema 4D a planté, j'ai relancé. Bon. Imaginez simplement que ça, c'est la piste gauche. Oh non, il replante, c'est pas possible. Non, c'est bon. Donc imaginez que ça, c'est la piste gauche. Et que ça, c'est la piste droite. Il ne va pas replanter encore. Non, il a juste un petit peu de mal à sélectionner les faces, mais bon. Et ça, c'est la piste droite. Et imaginez que ce qui nous intéresse, en fait,
c'est pas le mouvement complètement droite-gauche de la tête de lecture sur l'onde, mais qu'on va utiliser les diagonales. Alors, je vais remettre la tête de lecture, on va dire, au début de la piste, là. Genre, comme ça. Imaginez que ce qui nous intéresse, c'est que quand la tête de lecture monte en haut à droite, c'est une pression acoustique de la voix gauche, ou qu'elle redescend. Et que en même temps, elle va faire des mouvements dans l'autre axe. Et ça, c'est la piste droite. Donc, je vous le remonte. Imaginez que quand la tête se déplace dans ce sens, elle monte et elle descend. On a des variations de pression acoustique qui ont été enregistrées dans le sillon, qui correspondent à la voix gauche. Et quand la tête de lecture se déplace dans ce sens-là, ça correspond à la voix droite. Et imaginez qu'on s'amuse simplement à cumuler les deux mouvements qui sont en fait séparés. Alors, pour mieux comprendre comment les mouvements sont séparés, on revient sur Audacity. Donc là, on a une piste que je vais mettre à gauche, là, left. Et je vais générer un autre son qui, lui, au lieu d'être à 440 Hz, je sais pas, je vais mettre 960 Hz sur 5 secondes, ok. Donc là, on a une courbe qui est dont la fréquence est plus élevée, vous voyez qu'elle est plus resserrée. Et puis je vais dupliquer la première, copie, je la colle là en bas normalement, voilà. Alors, cette première sinusoïde là, je la mets donc sur la piste gauche, ici avec le pan. Cette deuxième, je la mets à droite. Et cette troisième, je la mets à droite. Donc à droite, on va avoir ce son là qui est un... Je vais mettre en solo. On n'entend pas le son. Je sais pas pourquoi. Ah oui, aussi, on doit l'entendre, mais sur l'autre oreillette. Voilà. Donc, à droite ici, puisque je l'ai mis à droite là, left, right. Je mets à droite. J'ai le même son que celui qui est sur la piste de gauche. Et j'ai un autre son à droite là, qui est une fréquence plus élevée. Je sais plus comment j'ai mis, 960, un truc dans le genre. Maintenant, je vais remixer tout ça dans un fichier stéréo. Je vais quand même faire un truc pour pas avoir de problème de clipping, c'est que je vais diminuer le gain de ces deux pistes. Donc je vais dans Effect, Amplify. Là, je vais mettre moins 3 dB. Et sur celui-ci, je vais mettre moins 3 décibels aussi. Effect, Amplify, moins 3. Voilà. Maintenant, je vais exporter ça. Export audio. Vers un fichier qui va s'appeler... allez, je vais l'appeler Wave Double Wave 01. J'ouvre un nouveau projet Audacity, je charge mon fichier Double Wave 01, et là j'ai en fait une piste stéréo, donc en haut. Tiens, pourquoi j'ai rien en haut? Je l'ai mis en mute. Attendez, je copie le nom de mon fichier, ok. Ah oui, il était en mute, celui d'en haut là. Bon, il faut que je réexporte. Donc export audio. Alors, ouais, si je vais faire réexport, export audio, donc je l'appelle double wave 01.wave. Il existe, est-ce que je le remplace? Oui, nouveau projet. Je glisse mon fichier à l'intérieur, voilà. Et là j'ai une piste stéréo qui contient sur le canal gauche, donc en haut, une fréquence qui est un La à 440. Et en bas, j'ai un mélange de deux fréquences, qui est le La 440 et l'autre fréquence à 960 que j'ai mixé, que j'ai ajouté. Donc on a la piste gauche en haut et on a la piste droite en bas.
je vais juste, pour être sûr de pas planter le système ou quoi, je vais raccourcir ça. On va prendre simplement 1 seconde, ce sera suffisant. Donc je réenregistre, je réexporte ça. Export audio dans Double Wave, machin, écrase, oui, voilà. Et ces données là, je vais les exporter. Donc je sélectionne ma piste et je vais dans Tools. Dans Tools quoi. Ah oui, j'ai mis à jour Audacity, donc le menu a changé. Alors c'est ici dans Sample Data Export. J'ai 2 outils pour exporter. Donc je vais prendre celui-ci, le 64 bits. Je vais limiter, alors non, je vais pas limiter, enfin je vais mettre une limite qui est grande, je vais prendre, je sais pas, maximum 10 000 échantillons. Je vais sortir les données en linéaire et pas en décibels, et je vais enregistrer ça dans un fichier W sur mon disque W. Je vais l'appeler Double Wave 01. J'enregistre canal gauche, left, right sur la même ligne. J'applique. Ah, il manque 2 points. Après mon nom de disque W, 2 points. Applique. Voilà. Il m'a exporté donc 1 seconde. Il indique là. Alors je vais récupérer mon fichier. Alors mon fichier il est là. Donc il est avec mon script. Donc je prends le nom du fichier. Je vais dans Cinema 4D, on va fermer cette scène et on va en créer donc une nouvelle. On parlera du script dans le prochain épisode. Pour l'instant, je vais simplement donner mon nom de fichier ici, Double Wave 01 texte. Avant ça, on va jeter un œil au fichier. Voilà, mon fichier, ça n'est ni plus ni moins que ça. C'est des séries donc de lignes qui indiquent les niveaux, la courbe, hein, comme on la voit dans Audacity. Si je zoome là à gauche, que je vais au début, voilà. Oups, je voulais pas zoomer comme ça, voilà. La courbe du canal de gauche, là, elle commence, on a le 0 qui est au milieu, et on va à -1 ou à +1. Donc ça commence par 0 sur le canal de gauche, ça monte jusqu'à 0,5, puis ça redescend en passant par 0 jusqu'à -5. Et là, on a quelque chose de légèrement différent, on part de 0, et on monte jusqu'à presque 0,7. On repasse par 0, on descend à -0,2, on remonte à 0,1, on redescend à -0,6, voilà. Et ça, c'est les données que l'on a dans notre fichier texte. À gauche, la colonne de gauche, là, c'est les valeurs de la courbe d'en haut de Audacity. Donc on part de 0, ensuite 0,03, 31, 31, 0,06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 26, et on va monter jusqu'à voilà, jusqu'à 0,5, à peine plus. Et dans la colonne de droite, on a les valeurs pour le canal droit, qui démarre lui aussi à 0, puis qui monte, on l'a vu, il monte jusqu'à presque 0,7, on va peut-être le voir monter là, il monte jusqu'à 0,68, 68 951. Voilà. Et on a toutes ces valeurs là, ça passe en négatif, en positif, en négatif, en positif. Et on a toutes ces valeurs dans le fichier. Alors, juste, je vous le dis pendant que j'y pense, mais on le reverra. Là, j'ai exporté les courbes sonores avec des nombres qui vont de -1 à +1. Et ils sont séparés par un point. Mais suivant le système, suivant la configuration de votre système, Windows, Mac ou quoi, ça peut être un point ou une virgule. Moi, j'utilise toujours des configurations de système Windows et des logiciels en anglais, ce qui fait que par défaut, il utilise le point en tant que virgule pour séparer les décimales de la partie entière des nombres.
Vous pouvez vous retrouver dans le cas de figure où vous allez avoir des nombres dont les décimales sont séparées par une virgule. Si c'est le cas, il faudra le prendre en compte dans le script éventuellement ou pas, quoi. Ou éventuellement utiliser un éditeur de texte pour rechercher, find and replace, voilà. Vous recherchez tous les points, vous les remplacez par des virgules et vous faites replace all. Là, le fichier est un peu gros, donc il prend du temps. Voilà, et là j'ai tous mes points qui ont été remplacés par des virgules. Bon, je vais annuler parce que moi je vais travailler avec des points. Ok, donc là mon fichier il est ok, donc je vais l'importer, j'indique le nom du fichier dans mon script. Je clique sur Execute, et voilà. Hop. En fait, mon fichier a fait quoi? Il a lu les données une par une. C'est-à-dire qu'il a lu les échantillons ligne par ligne, pour la voie droite et la voie gauche, pour construire ce canal, et pour construire cette forme en V. Cette forme en V, c'est le sillon. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de son, il faut quand même qu'il y ait un sillon pour que la tête de lecture ne parte pas n'importe où. Donc, la base du truc, c'est qu'on va lire le fichier de données et on va créer pour chacune des lignes du fichier texte, comme on l'a vu là, par exemple le premier 00, le deuxième 0,0, 31, 31 et 0,02, enfin 0,22, 16. Et je crée 1, 2, 3, 4, 5 points. Le premier point, c'est la largeur de la piste. Le dernier point, c'est la largeur de la piste. C'est-à-dire que si la piste elle est au centre là. Ça c'est le maximum à gauche et ça c'est le maximum à droite. Et ensuite j'ai un niveau 0. Mais pour avoir un niveau 0, il faut quand même que j'ai une piste pour que ma tête de lecture, parce que si j'ai pas de son et que je mets ce point là, ma tête de lecture elle va se mettre à glisser. Donc ça n'a aucun sens. Donc on va peut-être le regarder comme ça, vu de côté. Voilà. Et alors, moi je pars, je me rappelle plus. Oui, je pars de moins 50 à plus 50, je crois. Donc après, tout dépend des unités que vous utilisez dans les préférences de votre cinéma 4D. Là, je suis à moins 50. Et là, je suis à plus 550. Donc, j'ai une largeur de 100. Sur cette largeur de 100, le minimum pour un point de ma piste, ça va être moins 40 ici. Et le maximum, ça va être moins 80, donc là. Donc j'ai toute cette largeur-là. Et entre... Alors je vais activer le snap, il est activé, voilà. Entre le moins 80 et le moins 40, en fait, le centre, le 0, il se trouve grosso modo là, quoi. Il se trouve à moins 60. Donc si le 0 se trouve à moins 60 ici, quand j'ai des données positives, si ça va jusqu'à 1, je vais les déplacer. Attendez, non, excusez-moi, je vous dis une bêtise. Non, je ne vous dis pas de bêtises en fait. La taille minimum de la piste, c'est 40 ici. Et la taille maximum, c'est 80. Donc, ça va pouvoir aller jusque là et jusque là. Et le problème, c'est qu'il faut que je conserve des angles droits, enfin des angles inclinés à 45 degrés à droite à gauche. Donc si j'élargis ma piste, il va falloir que je descende ce trait. Ah oui, ici je suis pas placé où il faut. Voilà. Il va falloir que je descende ce point là pour avoir toujours en bas un angle droit. Et ce qui va se passer, c'est que là je suis à gauche à moins 1.
Si à droite je suis à 0, enfin si sur le canal de gauche je suis à 0, je vais me retrouver ici. Si je suis à plus 1, je vais me retrouver là. Okay. Ce canal de gauche, il va varier, mais il faut qu'il varie en même temps et que je conserve des angles droits. C'est-à-dire que ce point, il va falloir le décaler là, pour qu'on ait ici, en bas, un angle droit. Alors là, on n'a pas un angle droit, mais voilà. Donc, les déplacements comme ça de ces points-là, là c'est la voie droite, se déplace de façon horizontale de droite à gauche. La voie gauche se déplace horizontale de droite à gauche. Et il va falloir que le résultat, dans tous les cas, que j'ai un angle droit pour mon point qui se trouve en bas. Voilà. Et alors, avoir un angle droit, c'est presque facile parce que puisqu'on connaît la distance, en fait, donc ici on a le moins 1, ici on a le 0, ici on a le plus 1. Donc 1, 2, 3, 4, ici on a le, pour la voie droite, on a le plus 1, ici on a le 0, ici on a le moins 1. Dans tous les cas, quelles que soient les vibrations de ce côté, attendez, je reprends ce côté-là. Est-ce que je peux sélectionner un côté de la spline ? Bon, non, j'y arrive pas, enfin peu importe. Si le côté gauche n'a, enfin ça, si ça correspond au canal audio gauche, quand la pression augmente, donc ce point va se déplacer à droite, et lui, ben, il va aller se mettre là pour faire en sorte qu'on ait un angle droit. Alors là, on n'a pas tout à fait un angle droit, mais bon, on va dire à peu près. Maintenant, si lui est au maximum de pression ici, il va falloir décaler ce point-là aussi pour qu'on ait toujours un angle droit, là en bas. Et en fait, c'est relativement simple à calculer, puisque si je connais la position de ce point par rapport au 0, et la position de ce point par rapport au 0, tiens, on va déplacer ce point. Si lui, je le mets là-bas au bout, il est à moins 1. Lui, je vais le mettre ici pour avoir à peu près un angle droit, on va dire. Hein. Ça doit être là. Voilà. C'est assez facile à faire, puisque si je connais la position de ce point par rapport au centre qui est 0 ici, et la position de ce point, si je fais la somme des deux et que je divise par 2, je vais trouver les coordonnées du centre. Et le centre va me donner la position horizontale de ce point-là. Alors, position horizontale de ce point-là. Voilà, quand je dis horizontale, c'est ça, quoi. Pour avoir un angle droit ici, il faut au moins que ce point soit entre celui-ci et l'autre. Ensuite, il va falloir régler la hauteur. Et la hauteur, c'est assez simple, puisque ici, on a un triangle avec un angle droit ici. Donc, cette longueur-là, c'est la même que celle-là. Donc, si je fais la soustraction, enfin, si je calcule la distance entre ce point et celui-ci, et que je divise par 2, j'obtiens cette longueur-là, et je décale ce point-là, je le décale de la même longueur vers le bas. Et je fais ça échantillon par échantillon, c'est-à-dire que chaque ligne que vous voyez là, quand le niveau sonore est à 0, ce point se trouve à un certain endroit, il se trouve à moins... lui se trouve à moins 30, si je dis pas de bêtises. Quand je dis lui, c'est lui. J'espère que ça va pas planter. Voilà, lui.
Si son niveau dans la courbe sonore est de 0, il se trouve à moins 30. Si son niveau est plus élevé, il va se retrouver à moins 10. Moins 10 ou moins 20 ? Moins 20. Non, il va se retrouver à moins 10, excusez-moi. Voilà, j'ai affiché le Coordinate Manager là en bas à droite, voilà. Le maximum c'est moins 10, le milieu c'est moins 30, et le maximum ça va être plus 50. Alors je viens de revérifier. Si le niveau sonore sur la courbe audio, l'autre là, voilà, ici. Si le niveau pour la piste gauche est à 0, ce point il va être en X à moins 30. S'il augmente jusqu'à 1, son niveau maximum va être de moins 10 ici. Donc c'est un facteur de... Enfin, on passe de... Quand on est à 0, on est à 30 et on peut aller jusqu'à... Enfin, moins 30, on peut aller jusqu'à moins 10, c'est-à-dire se décaler de 20 vers la droite, ou à partir de moins 30, se décaler de 20 vers la gauche. Donc moins 30, moins 20, ça fait moins 50. Voilà, et ça c'est le max du max. Donc ce que je fais, c'est que je lis les échantillons dans les lignes du fichier texte, et je crée ces edge loops, un par un. En fait, je crée les points. Okay. Et ensuite, une fois que j'ai mes points, je vais fabriquer des surfaces à partir des points. Donc là, on a les points 1, ici on a le 2, le 3, le 4, le 5 ici. Après, on a le point 6, 7, 8, 9, 10, 10 là, voilà, etc., etc. Et une fois que j'ai construit mes points, je vais pouvoir, à partir de mes points, construire des faces. Des faces qui vont partir du point 0, 5, 6, 1, pour faire cette face. Ensuite, pour faire cette autre face-là, ça va être le point 1, 6, 7, 2, etc., etc. Et je construis ce que vous voyez là, où vous voyez qu'on a une forme asymétrique. On a en fait un canal de gauche là, qui a, quand on le regarde à 45 degrés, on a ce canal où on va avoir un mouvement dans ce sens-là. La tête va monter et descendre en diagonale ici. Et on a un canal là, qui est le canal droit, où la tête va monter et descendre dans ce sens-là, mais pas forcément avec la même fréquence, pas forcément avec la même vitesse. Et je pense que c'est ce que l'on peut voir ici sur le modèle, c'est qu'on a ici des différences de fréquence entre la droite et la gauche. Si je resize mon polygone en Z à 0.2, on le verra mieux, hein. Voilà. Vous voyez, on a des fréquences différentes. Et alors, ce qui est génial avec ce système, c'est que ça reste compatible avec les lecteurs mono. Si c'est un lecteur qui n'est pas stéréophonique, la tête va quand même, le cône de la tête va quand même se déplacer de droite à gauche. Voilà, si on met une tête de lecture là au fond de ce truc, enfin, peut-être un peu plus grande, mais un truc dans ce genre-là, la tête va se déplacer plus d'un côté, plus de l'autre. Mais c'est surtout que, puisque maintenant, si on a un player stéréo, ce qui nous intéresse, c'est les mouvements dans cette diagonale et dans l'autre,
Si on a un phonogramme, c'est-à-dire un disque qui est en mono, la tête va continuer de se déplacer, alors pas forcément sur les diagonales précisément, mais la tête va se déplacer de droite à gauche. Et ça va créer quand même une incidence sur le système électronique de lecture. Quand je dis électronique, ouais, électromagnétique. Alors, pour terminer sur cette vidéo d'introduction qui fait déjà combien 50 minutes. Comment fonctionne la tête? La tête, en fait, donc, elle est équipée d'un diamant et elle va suivre le sillon qui est incliné, donc toujours incliné à 45 degrés. Alors, effectivement, on a sur le côté, on voit qu'on a un effet de profondeur, mais cet effet de profondeur est compensé par le fait qu'on est toujours à 45 degrés. Donc, même si on a des vibrations différentes sur le canal droit et des vibrations différentes sur, enfin des vibrations différentes entre le canal gauche et le canal droit, ça va être compensé. Alors, il se passe quoi en fait? Ici, si je fais play, vous allez voir, ok, bon. J'avance. Alors, image par image, la tête va suivre le fond du sillon en fait, mais elle fait pas exprès. Parce que la tête, ce qu'elle suit, c'est pas le fond du sillon, c'est les bords. Alors là, je devrais même exagérer un petit peu les bords. Ici, ce serait un petit peu plus correct que la tête soit plutôt comme ça et que ce point là soit un petit peu plus haut. Voilà. Alors je sais pas si j'ai trop exagéré, mais ouais, j'ai exagéré un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Là ça dépasse un petit peu, mais bon, rien de... Voilà, on va mettre comme ça et ça. On va les mettre comme ça. Et les points là, oups, les points là, on les agrandit un petit peu comme ça. Bon, c'est ce qu'on appelle une tête conique. En fait, ce qui compte, c'est les bords qui touchent ici. Que la tête touche au fond, ça nous intéresse pas en fait. On veut juste que les bords touchent. Et donc, la tête, elle va être poussée de droite à gauche, et surtout en diagonale en fait. C'est-à-dire, je le répète, la tête va être poussée par cette paroi dans ces deux sens, et par l'autre paroi dans ces deux sens. Avec des vibrations qui sont différentes. Voilà, elle se déplace, ok, on le voit ici, image par image. Et ce qui se passe quand la tête bouge comme ça sur ces deux diagonales croisées, la tête ici, alors il existe tout un tas de types de têtes de lecture différentes, c'est vraiment un domaine qui est beaucoup plus complexe que ce que je croyais encore, je pensais m'y connaître bien, mais c'est encore plus complexe que ce que je croyais. Les têtes de lecture de disques micro sillon sont toutes basées sur le même principe de la création d'un champ électromagnétique à travers des bobines de cuivre et des aimants, mais il y a des modèles complètement différents. Et là, on va regarder par exemple le mouvement. En fait, le stylus, le lecteur, la pointe, hein, elle est attachée à cette tige, et cette tige, elle est accrochée sur un caoutchouc qui, lui, est dans un support qui est fixe. Donc, quand la tige va bouger ici, la pointe, elle va bouger, ça va faire bouger l'ensemble de l'axe au milieu de ce point-là, qui est maintenu par un caoutchouc, et ça va faire bouger l'aimant qui se trouve là, ici,
cet aimant va bouger en sens inverse de la tête de lecture. Et cet aimant va bouger en diagonale devant des électroaimants, enfin devant, oui, devant des bobines d'induction, ici rouge et rouge. Quand l'aimant... Attendez, hop, 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 je quitte ce mode. Quand l'aimant va se décaler comme ça et comme ça, il va créer un champ magnétique induit dans le bobinage rouge, qui correspond au canal left, et quand l'aimant va bouger dans ce sens-là, il va créer un champ induit dans le bobinage bleu, qui correspond au canal de droite. Maintenant, si on regarde avec la caméra et que je fais play, vous allez voir, vous voyez, l'aimant bouge très très vite. Voilà. À la fois en diagonale dans un sens et à la fois en diagonale dans l'autre. Et quand il bouge dans cette diagonale, c'est parce qu'il réagit au mouvement. Je vais revenir au début, voilà. Il réagit au mouvement de la tête quand elle est influencée par le côté gauche de la piste, là. Et quand l'aimant bouge dans l'autre sens, c'est-à-dire quand l'aimant bouge dans ce sens-là, c'est parce qu'il est influencé par l'autre côté de la piste, le côté droit ici. On reviendra plus tard sur le fait que les données sont inversées sur un côté et l'autre, et puis on rétablit, on réinverse le tout ensuite. Mais c'est donc le mouvement de cet aimant qui est au bout de la tige qui est fixée ici par un caoutchouc. Voilà, vous voyez, la tête de lecture suit les vibrations et l'aimant va se mettre à vibrer devant les aimants. Enfin, l'aimant va se mettre à vibrer devant les bobines, excusez-moi. Et au bout de chacune des bobines, on va trouver un courant induit. Ce courant va être amplifié, va être envoyé aux électroaimants des haut-parleurs qui vont faire bouger les membranes. Et c'est ça qui va créer le son. Alors, si c'est un domaine qui vous intéresse, comme ça m'a beaucoup intéressé moi, là on a un système avec un aimant qui se déplace devant deux paires de bobines qui correspondent à gauche et droite, left-right, mais il existe des systèmes beaucoup plus compliqués, et je vous invite à aller voir le site web de Ortofon, ORTOFON, enfin sur YouTube. Vous allez trouver plein de vidéos avec un type qui est vraiment génial, qui explique tout en détail, en douceur. C'est vraiment le top. Il nous explique tout ça et il y a des belles images de synthèse. Voilà. Des belles images de synthèse qui présentent par exemple des modèles de tête de lecture où là vous voyez vous avez la tige. Au bout, en bas à gauche, on a le diamant qui va suivre la piste. Et là, en fait, sur cette tige, on n'a pas un aimant, on a l'inverse. On a un aimant qui est là autour, ce gros truc en métal gris qui va disparaître là, hop, pour qu'on puisse voir à travers. Et sur la tige qui bouge, sont fixés en croix des bobinages de cuivre. Et quand ces bobines de cuivre vont se déplacer sur des angles comme on l'a vu à 45 degrés, ces bobines, quand elles bougent, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, elles sont à l'intérieur d'un aimant. Là, l'aimant, on le voit plus, mais quand elles bougent, ces bobines vont créer un courant induit, et c'est ce courant-là qui va être récupéré et être d'abord préamplifié par un préamplificateur phono,
enfin oui, ça s'appelle comme ça. Et ensuite, ça va être amplifié par l'amplificateur qui va envoyer ces signaux électriques au haut-parleur et qui va faire vibrer les haut-parleurs pour reproduire le son. Donc voilà comment on encode une piste stéréo sur un vinyle avec une tête de lecture qui bouge sur deux axes croisés. Et d'ailleurs, si on regarde, puisque là j'ai la ligne, si on regarde de côté la ligne de mouvement, vous voyez, ben voilà, elle fait ça quoi. La tête se déplace comme ça. Alors ici on touche des seuils parce que j'ai fait une erreur dans mon fichier et dans mon logiciel audio, je suis passé en écrêtage. Il y a des moments où j'ai un son qui est trop fort. Et donc il arrive au maximum ici de 1 et de moins 1 sur... Enfin de 1, de 1 ici et de moins 1 là sur le canal droit. C'est pour ça qu'il est coupé, parce que normalement ça devrait faire une pointe là. Bon. Et là ça va pas plus loin, et ce coin là va pas plus loin à droite et lui va pas plus loin à gauche, parce que sur ma piste gauche j'ai un niveau qui est plutôt faible. Ici sur la piste que j'ai utilisée là, comme vous le voyez, sur le côté gauche, on a un niveau qui est plus faible que sur le niveau droit. Vous voyez, sur le niveau droit, là, on touche les bords. Là. On touche. Et là, non seulement on touche, mais on écrète. C'est-à-dire que là, on a touché le maximum. Mais c'est pas un maximum physique, c'est un maximum numérique. Là, il y a un problème dans mon fichier son, en fait. Bref, donc, ensuite, on va voir précisément comment j'ai fait le script avec le langage Python pour fabriquer la surface à partir du fichier de données de niveau sonore texte. Et puis ensuite on verra dans une autre partie comment fabriquer tous les éléments là, et puis faire en sorte que les éléments suivent la piste. Je vais essayer de rezoomer là, voilà. Et puis qu'on ait une caméra qui puisse suivre également, voilà, pour voir... Oups. D'accord, ça je le fais à tous les coups. Ok, voilà. Comment faire en sorte que la caméra puisse suivre. Et tout est quanti. Bon, ça a été un petit peu long, mais l'introduction était importante. Hein. Après, si dans le détail ça vous intéresse pas, c'est pas grave. La suite pourra aussi vous intéresser, le codage. Et puis comment on construit tout ce système qui va suivre les sillons précisément. Donc merci de votre attention, depuis 1 heure quand même, c'est cool. Un petit j'aime si vous avez j'aimé, un petit j'aimais pas si vous avez pas j'aimé, et si vous avez pas j'aimé, un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pas j'aimé, ce serait cool, voilà. Et on se retrouve très vite pour la suite qui sera donc le 100B. Bon week-end à tous, ciao. Bon week-end, non. Non, bonne semaine.